Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la leçon concernant les cristaux en parlant d'une structure qui est un petit peu hors programme, mais qui peut toujours être posée dans les problèmes de concours. Il suffit finalement juste de vous la présenter dans l'énoncé et de vous laisser ensuite, entre guillemets, découvrir cette nouvelle notion dans le sujet. Bon, ça a déjà été fait par le passé. C'est la structure hexagonale compacte HC. Donc c'est le deuxième arrangement compact de sphère possible dans l'espace. Alors on avait vu que la structure compacte cubique face centrée, CFC, était issue d'enchaînements de plans ABC, ABC, ABC. Ici, on a juste besoin de deux plans compacts identiques A et B, qui vont s'empiler successivement. Donc l'empilement compact de plans, vous allez le voir ici. Donc un plan A enchaîné sur un plan B, enchaîné sur un plan A. Ce qui fait qu'entre guillemets, certains interstices ne sont jamais utilisés. Pour créer un pavage complet de l'espace, avec cette structure, nous allons juste avoir besoin d'une entité plus petite que la maille hexagonale elle-même. Cette entité, ce sera un prisme à base losange de hauteur C et de côté A. Si on répète ce volume-là dans tout l'espace, on va réussir à recréer tout le cristal. Alors ce prisme, où est-ce qu'il est? Il est déjà matérialisé ici en pointillé. Je vais donc le mettre en évidence ici, sur la vue du dessus, et ici, sur la vue, on peut dire de côté. Alors là, vous voyez apparaître la figure en question, hop, comme ceci. Donc ici, on va avoir une base, donc on a dit losange, de côté A, et une hauteur qui sera différente, qui sera la hauteur C. Donc la hauteur C, à quoi est-ce qu'elle va correspondre? Eh bien, pour essayer de la déterminer, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir quelles sont les entités en contact les unes avec les autres. Alors ici, on voit qu'au milieu d'un des deux prismes que l'on obtient en découpant le losange, hop, comme ceci, au milieu d'un des deux prismes, on va avoir encore un atome qui est présent. Donc je représente les liens entre atomes avec les pointillés verts qui sont ici. Donc cet atome qui se trouve entre guillemets au centre de la maille, on peut dire ici bon, au centre en réalité d'un des prismes définissant la maille, va être un atome qui est à la fois en contact avec les atomes du plan A situés au-dessus, mais aussi en contact avec les trois atomes du plan A situés en dessous. Au sein du plan B, il est en contact avec d'autres atomes situés en dehors de la maille, donc avec une disposition où il est en contact finalement avec 6 plus proches voisins, donc ce qui donne la disposition compacte. Alors, ici donc la description de la maille élémentaire va nous donner donc le volume délimité par les traits rouges qui sont ici. Alors, on va essayer de décrire un petit peu plus précisément cette maille élémentaire grâce à ce qu'on appelle les paramètres de maille. Vous vous rappelez, au début, on avait dit que une maille était décrite par 3 vecteurs et 3 angles. 3 vecteurs A, B et C, 3 angles alpha, bêta, gamma. Dans le cas de maille cubique, on avait la norme de A qui valait la norme de B qui valait la norme de C. Donc on avait un seul paramètre de maille A qui était le côté du cube, et un seul angle, alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Ici, le fait que la maille soit à base losange et une hauteur différente, ça va changer quelques petites choses. On va avoir toujours norme de A égale norme de B égale A. Donc là, on définit la base de la maille qui nous intéresse. Mais cette distance est différente de la norme du vecteur C, que l'on va noter petit c directement. Donc on va avoir deux paramètres de maille en termes de distance. En termes d'angle, on va avoir alpha et bêta qui vaudront 90 degrés, autrement dit pi sur 2 radian.
différent de gamma, gamma qui vaudra 120 degrés, autrement dit 2/3 de pi radian. Alors, le but du jeu pour décrire cette maille, ça va être de trouver la relation entre C et A. Alors pour cela, on se rappelle que l'atome qui est situé dans le plan B du milieu est un atome qui sera au contact, donc ça on l'a dit déjà précédemment, un atome qui sera au contact des 3 atomes situés dans le plan inférieur et des 3 atomes situés dans le plan supérieur. Donc la distance que l'on représente ici en pointillé, enfin les distances, sont toutes identiques et vont toutes être égales au paramètre de maille A. Alors ça vient du fait que ici, on a 2 fois le rayon de l'entité, ici aussi, et le long du paramètre de maille également, car les 2 entités voisines positionnées sur A et B sont en contact l'une avec l'autre. On a donc 2 fois R le long du segment AB, 2 fois R le long du segment AC, du segment CB, mais également des segments AD, CD et BD. Donc ici on retrouve un grand nombre de fois le paramètre de maille A. C ensuite se déduit de cette hauteur que l'on va chercher à relier à A. Alors, pour parler de coordination, avant de s'attaquer à la géométrie à proprement parler, on va revenir sur cette notion qui est liée directement au nombre de plus proches voisins en contact. Alors, on rappelle que la structure dite hexagonale compacte est une structure qui est formée à partir d'un enchaînement de plans. Donc des plans de type A enchaînés sur des plans de type B, réenchaînés sur des plans de type A. Donc qu'est-ce que ça va donner ici? Ici, je vais positionner sur le plan de type A qui constitue ma base ici, un plan de type B. Puis, au-dessus de ce plan de type B, je repositionne un autre plan de type A. Si je m'intéresse à une entité présente spécifiquement dans le plan de type B du milieu. Alors, je vais bien noter tous les indices pour que vous voyez de quoi je parle. Donc ici, j'ai le plan de type A. Oh, A, B. Donc le plan de type A qui est en noir et blanc. Ok. Le plan de type B que j'ai représenté ici en rose. Et de nouveau le plan de type A que j'ai représenté en bleu pâle. Comme ceci. Hop. Alors, une entité du plan de type B. Je me focalise sur celle-ci. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir cette entité qui se trouve en contact avec. Alors, je vais utiliser les pointillés pour représenter les contacts. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 entités dans le plan de type B. Avec le plan de type A inférieur, 1, 2, 3 entités. Avec le plan de type A supérieur, 1, 2, 3 entités. Donc en dénombrant les contacts, je vais avoir 3 contacts d'une entité du plan de type B avec le plan de type A inférieur. Une entité du plan de type B est en contact avec 6 autres entités du même plan de type B. Et également avec 3 entités
du plan A de contact supérieur. Donc en sommant tous les contacts, je vais avoir une coordinance entre les atomes de métal qui vaudra 12. Ceci est relativement logique. On va avoir autant de contacts entre entités d'une structure hexagonale compacte que l'on en avait d'une structure cubique face centrée. On sait que ces deux structures sont les deux structures les plus compactes qui existent. Donc, de manière très logique, on retrouve le même nombre de contacts à chaque fois. Alors maintenant, on va s'intéresser à la notion de compacité. Donc ici, la compacité, on sait que c'est le rapport du volume occupé par les entités dans la maille sur le volume total de la maille. Alors là, attention, question un petit peu complexe au niveau géométrique. Il y a pas mal d'étapes à respecter pour réussir à calculer cette compacité. Une chose que l'on peut déjà annoncer, on sait que la structure hexagonale compacte est une structure compacte comme son nom l'indique. Donc on va s'attendre à avoir exactement la même valeur numérique que la valeur numérique obtenue sur la structure cubique face centrée. On va s'attendre à avoir une compacité de pi sur 3 racines de 2, soit une compacité de 0,74. Cette valeur-là, 74% de l'espace occupé, va a priori être conservé. Alors, pour la population, la détermination va nécessiter de compter la contribution de chaque entité à la maille en propre. Alors ici, de manière très simple, cette entité appartient à 100% à la maille. Donc ici, nous allons avoir un facteur 1 plus. Ensuite, nous allons avoir sur les sommets 4 entités qui vont apporter sensiblement la même contribution. Alors ici, la contribution va être plus élevée que 1/8. De manière logique, nous allons avoir 1/8 plus la petite portion qui sera rajoutée par le fait que l'angle de découpe n'est plus de 90 degrés, mais de 120 degrés. Ici, je vous laisse faire un petit dessin en vue du dessus. Je vous laisse réfléchir à la question. Pour montrer le fait que la contribution de ces entités est de 1/6 plus dernière structure qui va apporter sa contribution. Hop. Les structures qui sont ici. Et je vous laisserai montrer que la contribution est de 1/12 ici. Alors, ce qui est remarquable, et logique encore une fois, c'est que les contributions des sommets, 4 fois 1/6 plus 4 fois 1/12, vont continuer à nous donner exactement 1. En moyenne, tous les sommets contribuent à une entité. Plus l'entité qui appartient au centre en propre à la maille, nous allons avoir ici une population de 2. La relation entre A et R, le paramètre de maille associé à la base et le rayon, ici est relativement simple. Il y a contact le long des côtés de la base. Donc ici, on peut écrire très simplement que A vaut 2R, d'après le contact entre entités le long de AB BC ou CA. La relation entre A et C
va elle être un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre. Alors, pour établir la relation entre A et C, on va devoir se servir du projeté orthogonal de D dans le plan du triangle ABC. Le triangle ABC est un triangle équilatéral. Et donc ici, on va pouvoir dire que la distance DH vaut C sur 2. Ça vient du fait que pour monter de H à D, on parcourt exactement la moitié du second paramètre de maille. Le triangle ABC, on l'a dit, est un triangle équilatéral de côté A. Donc, en utilisant cette propriété, on va pouvoir représenter H comme le centre de ce triangle équilatéral. Alors, ici, ça va nous donner une première relation, déjà, entre, on peut dire, AH et petit a. Pour obtenir la relation entre C et A, il va suffire ensuite d'utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ADH, rectangle en H. Alors, au départ, on va déjà s'intéresser au côté AH. Alors, AH, on a dit qu'on allait travailler dans le triangle ABC équilatéral de côté A. Donc, je vais représenter ce triangle dans un plan pour bien visualiser les relations géométriques dont nous allons avoir besoin. Alors, ici, je représente rapidement à peu près un triangle équilatéral de côté A. Alors, le sommet à l'extrémité sera le sommet A. Ici, nous aurons le sommet B. Ici, nous aurons le sommet C. Si je trace l'intersection des trois bisectrices, comme ceci, je vais obtenir exactement le point H qui est le projeté orthogonal de D sur M. Qu'est-ce que je vais pouvoir exploiter ensuite? Si j'appelle, on va dire par exemple, H1, le point situé ici, je vais le positionner en rouge même. Donc si j'appelle H1 le projeté de H donc le projeté de H sur le côté AC, je vais obtenir le fait que AH1 une taille de pinceau plus petite. Donc je cherche AH. Je sais que AH1 vaudra A sur 2. J'ai coupé en deux ce côté-ci. Ensuite, je sais que l'angle entre AH1 et H1H est un angle droit. Donc je vais pouvoir écrire le théorème de Pythagore, donc, qui va ici me donner la relation entre AH1 et H1H, ou exploiter plus simplement le triangle rectangle qui est ici. Et je sais notamment une chose, je sais que l'angle qui se situe à ce niveau-là
vaut la moitié de l'angle que j'avais défini précédemment comme étant l'un des angles définissant le cristal. Donc ici, cet angle va être égal à pi sur 6, pi sur 3 que je divise par 2. Donc dans le triangle rectangle qui est là, je vais pouvoir dire que cosinus de pi sur 6 est égal, alors c'est un vrai égal, est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, on a dit AH1, donc A sur 2, sur l'hypoténuse, sur 2AH. Donc là, je vais obtenir directement que AH vaut A sur 2 cos pi sur 6. Or, je sais que cosinus pi sur 6 vaut, d'après les résultats liés au cercle trigonométrique, racine de 3 sur 2. Donc là, je vais obtenir directement que AH vaut A divisé par racine de 3. Donc une fois que j'ai obtenu cette première relation, il va falloir maintenant que je me focalise sur la relation entre HD, ici, AH et AD. Donc là, je vais aller travailler dans le triangle rectangle AHD. Dans le triangle rectangle AHD, je vais pouvoir écrire le théorème de Pythagore, qui me dit que l'hypoténuse, donc A au carré, est égale, l'hypoténuse au carré est égale, hop, à AH au carré, donc A au carré sur racine de 3 au carré, plus C sur 2, la hauteur H ici, C sur 2, que j'élève là aussi au carré. Qu'est-ce que je vais obtenir au final? Je vais obtenir que, alors là, attention au calcul, A au carré, facteur de 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers de A au carré, vaudra C au carré, que je divise par 4. Je prends la racine carrée de cette relation. Je vais finir par obtenir que C sur 2 vaut A fois racine de 2 tiers. Donc cette relation, c'est une relation qu'il faut retenir et qu'il faut savoir démontrer. En tout cas, si on veut pouvoir résoudre rapidement des exercices portant sur la maille hexagonale compacte. Alors, à partir de cette relation, nous allons pouvoir déterminer la compacité de la maille. Alors, ici, on va s'intéresser tout d'abord au volume occupé par les entités. Le volume occupé par les entités va être, entre guillemets, simple à calculer, dans la mesure où il vaut la population de la maille fois le volume d'une entité. La population valant 2, le volume d'une entité valant 4 tiers de pi fois le rayon d'une entité au cube, nous allons avoir ici 8 pi r au cube, décidément, sur 3. Le volume de la maille
quant à lui, va devoir se calculer en faisant soit le produit de la surface de la base par la hauteur, soit en utilisant la formule mettant en jeu le produit vectoriel, A vectoriel B, scalaire C. Alors, ici, on sait que l'angle entre A et B sera un angle qui vaudra donc, d'après ce que l'on a dit précédemment, on va revenir un petit peu en arrière, l'angle entre A et B vaut 2π sur 3. Le produit vectoriel de A par B va nous donner norme de A fois norme de B fois sinus de l'angle entre A et B. Le tout multiplié scalairement par C, donc fois norme de C, fois cosinus de l'angle entre un vecteur perpendiculaire à A et B, donc ici obtenu dans le même sens que C, compté positivement, donc fois cosinus pi sur 2 par définition du produit scalaire. Donc au final, j'obtiens un volume de la maille qui vaudra A au carré sinus 2π sur 3 fois C. Donc ici, je vais finir par obtenir un volume de maille qui vaudra A au carré sinus 2π sur 3 fois C, avec sinus 2π sur 3 qui vaudra, en allant réviser votre cercle trigonométrique, racine de 3 sur 2. Alors ici, on rappelle que C, on avait établi précédemment sa relation avec A, on remplace C par A fois 2 racine de 2 sur 3. Tout ceci va nous donner un volume de la maille qui vaudra A au cube fois 2, alors les 2 vont se simplifier ici, les racines de 3 vont se simplifier aussi, donc il va nous rester A au cube fois racine de 2 pour le volume de la maille. Donc ce volume de maille, je vais pouvoir l'utiliser en lien avec le volume occupé que j'ai trouvé précédemment, pour déterminer la compacité. La compacité C, qui vaudra donc 8π r au cube sur 3 fois racine de 2 fois A au cube. En sachant que A vaut 2R car il y a contact le long des côtés de la base de la maille hexagonale compacte, on va finir par obtenir l'égalité, on peut dire tant attendue, C égale. Donc C égale ici pi sur 3 racine de 2, après simplification. Donc l'application numérique va nous donner une valeur déjà entre guillemets connue, C égale 0,74. Ce qui nous laisse penser que 74% de l'espace simplement est occupé. Donc, pour poursuivre l'étude ici, on pourrait parler des sites interstitiels. On peut se douter que dans la mesure où les espaces laissés vacants ont sensiblement la même allure que dans une structure cubique face centrée, on va avoir des sites O et des sites T avec les mêmes proportions que celles que l'on a observées dans une structure cubique face centrée. Dans une structure cubique face centrée, la population
était de 4, la population des sites octaédriques était de 4 également, et celle des sites tétraédriques de 8. 2 fois la population des entités présentes dans la maille. Eh bien, on s'attend au même type de résultat pour les sites interstitiels. En propre, on va avoir 2 sites octaédriques et 4 sites tétraédriques par maille hexagonale compacte. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'une structure non compacte, une structure qu'on pourrait dire presque compacte, qui sera une structure cubique centrée. Et cette structure peut être adoptée par certains métaux, notamment lorsque la température augmente. Lorsque la température augmente, l'agitation thermique microscopique va augmenter. Et donc, si l'agitation thermique microscopique augmente, les atomes constituant le réseau auront besoin d'un petit peu plus de place pour vibrer sous l'effet de l'agitation thermique microscopique. Et ce besoin d'un petit peu plus de place va faire que parfois, les structures préférentiellement adoptées seront des structures non compactes. Donc, au prochain épisode, la structure cubique centrée.